quoi va ressembler notre futur? Quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble? Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires? Radio Futur, un podcast du Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Radio Futur, nous allons nous interroger sur la durabilité du numérique. Un avenir numérique peut-il être durable? C'est la question centrale de cette émission, Marina. Oui, Laurent, et d'après l'organisation américaine Carbon Literacy Project, un email standard génère environ 4 grammes de CO2. Et forcément, ce poids augmente avec vos pièces jointes. Par exemple, si vous envoyez une photo de vacances de 1 méga à 10 amis, cela équivaut à parcourir environ 500 mètres en voiture. Surprenant, n'est-ce pas? Il semblerait donc que l'impact environnemental du numérique ne soit pas neutre et cela nous interroge forcément quand on essaie d'imaginer nos futurs. Un avenir numérique peut-il être durable? Alors pour en discuter et nous projeter vers des solutions désirables, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Sed. Vous êtes professeure des universités en informatique et chercheuse à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Huppé, vous êtes chercheur CNRS, initialement en neurosciences et désormais en écologie politique, et vous rejoignez prochainement le Framespa. Bonjour. Et en ligne avec nous, nous avons Marie-Véronique Gauduchon. Vous êtes directrice générale de l'UMO, qui est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Bonjour Marie-Véronique. Bonjour. Alors pour démarrer notre discussion, voilà comment, il y a 40 ans, certains voyaient le progrès technique et en particulier les progrès de l'informatique. Alors la réponse est dans cette archive sonore de l'INA datant du 28 septembre 1980. Alors il s'agit d'un extrait de l'émission Futura, animée par Jacques Pradel sur France Inter. Il recevait alors René Moreau, président de l'AFCET, c'est l'Association française de cybernétique économique et technique. Et il était également ancien directeur scientifique d'IBM France. Il y a un peu plus de 2 siècles, quand Denis Papin a mis au point sa machine à vapeur, et il a essayé d'avoir sur la Seine un bateau qui marchait avec sa machine à vapeur, les bateliers de la Seine ont vu pour eux une menace pour leur emploi, et ils ont coulé le bateau de Denis Papin et la machine à l'époque. Donc ces bateliers voyaient effectivement une menace immédiate, et il y avait une menace pour eux. N'empêche que le moteur a amené un progrès pour l'humanité, mais beaucoup plus tard, beaucoup plus lentement. Donc je crois que nous sommes devant quelque chose qui est... le moteur est un amplificateur musculaire, on dit que l'informatique est un amplificateur cérébral, on pourra en discuter si vous voulez, mais nous sommes certainement devant l'apparition d'un outil qui va complètement révolutionner la façon d'être des hommes et certainement la vie en société, je pense, en la facilitant. Mais il est certain que le progrès n'est pas immédiatement le bien-être ni le bonheur. Le progrès est dangereux au début. Il faut attendre qu'il puisse s'installer. Il faut attendre certainement peut-être des dizaines d'années, peut-être un siècle, peut-être. Quand on a parlé de la machine à vapeur, on a parlé de 2 siècles. Enfin, les choses en général vont plus vite maintenant. Mais il est certain que c'est pas pour demain. Le progrès est dangereux au début. C'est étonnant, ça, comme déclaration, non, de la part d'un scientifique. Je rappelle que René Moreau, c'est un des pionniers de l'informatique en France, qu'il a contribué à développer la recherche et l'enseignement de l'informatique dans les universités françaises en lien avec l'industrie. Alors, Jean-Michel Huppé, 40 ans après, est-ce que vous aussi, vous diriez que le progrès est dangereux? Alors, je ne sais pas si je parlerais c'est une question piège, ça, hein, du progrès en général dangereux. La réponse est oui. Enfin, on le voit actuellement et on va parler des impacts du numérique. Moi, ce qui me frappe vraiment dans cette interview, c'est le discours typique des technologies et du progrès. Discours qui a été mis en place au 19e siècle. Là, je reprends les analyses on a des très bons historiens des techniques et des technologies en France, François Jarry, Jean-Baptiste Fressoz, qui rappellent comment, face aux luttes qu'il y a eu contre les développements technologiques au 18e et 19e siècle, progressivement, au 19e siècle, s'est mis en place une mystique du progrès. Même François Jarry, par exemple, décrit à quel point ça a remplacé la religion. Et cette mystique du progrès exige des sacrifices, donc est héroïque. Donc c'est normal, au début il y a des sacrifices, mais donc on en est conscient, donc c'est une posture qui paraît assez responsable en fait de la part de cette personne, mais qui rentre dans un discours que forcément c'est pour le bien de l'humanité, même s'il est très prudent. Il dit, à mon avis, oui, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Et ce qui est aussi remarquable, c'est quelque chose peut-être qu'on oublie à ce moment-là, c'est qu'il dit très clairement,
ça va bouleverser, je retrouve, ça va bouleverser, l'irruption de l'informatique va bouleverser durablement nos vies. Donc, effectivement, ça a bouleversé, enfin ce qui s'est passé depuis les années 80, nos sociétés ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles étaient auparavant. Et la question c'est, qui a décidé ça? Est-ce qu'il y a eu le moindre débat démocratique pour savoir si c'était vraiment ce qu'on voulait? Alors, pour en venir au cœur de notre sujet, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des différents enjeux environnementaux du numérique. Alors, Marie-Véronique, peut-être, avant d'en venir à la consommation des data centers, quels sont les impacts environnementaux, peut-être, déjà pour commencer, de la fabrication de nos appareils? Je vais être de façon plus globale. On va dire les études qui sont sorties ont inclus l'ensemble du réseau, du cycle de vie. Donc, si je fais la somme totale des terminaux, du réseau, des data centers, les chiffres qui circulent, c'est que ça représente 2 à 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et entre 5 et 10% de la consommation mondiale d'électricité. Et donc, si je compare ça à la France, par exemple, à la consommation d'énergie et de ressources de la France, le numérique au niveau mondial représente 2 à 3 fois la France. Et dans ce gâteau global, la part des terminaux, donc quand je parle des terminaux, ça va être nos téléphones, nos ordinateurs, nos box Internet, eux représentent, selon ce que je regarde comme indicateur, entre 75 et 60% du total. Oui, donc ce sont les terminaux qui consomment le plus d'énergie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer par rapport aux data centers, c'est-à-dire ces grands centres de données qui permettent les calculs de l'informatique en nuage. C'est ça que vous nous dites? Alors, oui, que en fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, on regarde la fabrication et la consommation. Et donc, pour les terminaux, ce qui va peser le plus lourd, ça va être la fabrication. Pour les réseaux, ce qui va peser le plus lourd, ça va être la consommation d'énergie. Pour les réseaux, les data centers, ça va être la consommation d'énergie pendant leur utilisation. Mais si je fais la somme de la fabrication des terminaux, de la fabrication des data centers, de la fabrication des réseaux et de la consommation de ces 3 postes-là, celui qui pèse le plus lourd, c'est nos terminaux. Il pèse 60%. Il y a quand même 40% qui est lié au réseau et aux data centers. C'est pas rien. Je vous voyais réagir. Florence, vous voulez compléter peut-être ? Oui, au niveau de cette consommation, il y a une grosse consommation d'énergie en termes d'électricité, effectivement, pour alimenter. Il y a aussi une très grosse consommation d'eau en termes de refroidissement, de réchauffement, etc. Et il y a une énorme artificialisation des sols. Si je prends l'exemple de Google, il y a 22 data centers dans le monde installés par Google, et ça représente 17 milliards de litres d'eau, quand même. C'est pas anodin non plus. Voilà. 17 milliards de l'eau pour refroidir, c'est ça, les data centers, parce qu'ils produisent beaucoup de chaleur. Donc il y a un réchauffement en conséquence. Et les 4% que citait Marie-Véronique de production de gaz à effet de serre, c'est plus que le trafic aérien mondial. Finalement, oui, mais le trafic aérien, ça concerne moins d'1 milliard d'êtres humains, alors qu'Internet, aujourd'hui, ça touche 4,5 milliards d'êtres humains. Donc c'est pas non plus les mêmes personnes. Il faut rapporter ça aux usagers. Oui, et il faut se mettre aussi dans une perspective de croissance du trafic, alors non pas aérien, puisque la situation qu'on vit depuis plusieurs mois à l'échelle internationale est peut-être en train de signifier, alors non pas la fin de l'avion, mais en tous les cas une autre forme de relation au transport aérien, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, en revanche, le développement de l'usage du numérique, je pense par exemple au télétravail, qui a été énormément boosté par le confinement, conduit pas du tout à penser qu'il va y avoir de moins en moins d'usage, au contraire. Donc on peut s'attendre à des chiffres croissants. Marie-Véronique ? Oui, alors quand on regarde les données Internet mobiles en France, elles ont été multipliées par 10 en 4 ans, et pas principalement à cause du télétravail. Quand on regarde en fait ce qui représente les principaux flux aujourd'hui sur Internet, selon les sources que l'on consulte, on a entre 60 et 80% du trafic de données sur Internet, c'est de la vidéo. En fait, c'est l'explosion de la vidéo à la demande. Dans les années 80, moi j'avais 10 ans, on regardait la télé, on avait 3-4 chaînes peut-être, et on regardait ce qui passait. Aujourd'hui, chacun peut regarder quand il le veut quasiment n'importe quel film pourvu qu'il ait les bons abonnements. Et en fait, c'est l'explosion de la vidéo à la demande aujourd'hui qui a fait exploser le trafic de données, parce qu'il y a beaucoup plus de data dans une vidéo que dans un texto ou dans une bande son. Jean-Michel, vous vouliez compléter ?
Oui, c'était pour rebondir sur l'expansion. Moi, les chiffres que je connais, c'est une augmentation actuellement du numérique en énergie qui serait mais peut-être que mes collègues compléteront, hein, je pense que c'est Green IT qui produit ces chiffres, de 9% par an. 9% par an, c'est effectivement en émissions de CO2. De 8% par an, pardon, et ça double donc tous les 9 ans. Donc après, c'est des petits calculs. Si on dit si ça continue comme ça, et pour l'instant il n'y a pas de raison. Enfin voilà, faudrait que ça continue pas. Il faudrait voir si ça change. Si on est en moyenne, c'est à peu près 3,8% des émissions de CO2 au niveau mondial. Effectivement, c'est bien de rappeler la mesure d'incertitude. Ça veut dire qu'on va exploser le budget carbone en quelques années et que cette continuation n'est absolument pas compatible avec les accords de Paris qui demandent de diminuer de 40% en France, de la neutralité carbone en 2050. Donc c'est absolument pas compatible. Donc même légalement, il y a un problème de cette croissance de CO2 du numérique. Florence Seyde, est-ce que cette croissance de l'informatique, est-ce qu'elle n'est pas liée intrinsèque à l'informatique? Je veux dire par là que je pense à la loi de Moore, à cette loi un peu de constatation qui fait que tous les 18 mois, la puissance de l'informatique double, finalement. Est-ce que c'est pas dès l'origine que l'informatique est justement une technologie qui est fondée sur la croissance? L'origine de l'informatique, en fait, la révolution numérique, elle démarre le jour où on invente la puce le silicium. Hein. Je veux dire, il y a eu 3 révolutions, la machine à vapeur dont on parlait, l'électricité et la puce. En fait, c'est le transistor. C'est le transistor qui a fait. Voilà. Donc, on est sur des technologies qui, au départ, sont liées à du traitement. Puis on passe à de la donnée, on est revenu à du traitement et on est maintenant dans cette approche de données globales à profusion avec des approches de type intelligence artificielle, du machine learning, etc. Voilà. Donc la problématique actuelle qu'on peut envisager, c'est d'une part du greenwashing des grands opérateurs de type Google qui décident que ils vont produire au plus près des calculs au plus près des centrales éoliennes, par exemple, en disant qu'ils feront leurs calculs que les jours où il y a du vent, etc. En parallèle avec ça, donc, les problèmes de crypto-monnaie, de blockchain, etc., et de mining, qui sont très, très consommateurs de traitement. Et en fait, cette problématique de la data, dont on dit que c'est... ça ne veut rien dire, la data, mais bon, c'est comme une intelligence artificielle. Bon. Oui, on dit que c'est l'or du XXIe siècle. Le pétrole. C'est encore mieux. Oui, c'est l'énergie, en fait. De matière, on se dit que la data, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut interroger, c'est le modèle. Est-ce qu'il faut garder les placards pleins ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, donner un prix à la donnée en essayant de... effectivement, mettre en valeur l'information stratégique, etc. Et ça, c'est un point de vue d'usager, un point de vue personnel. Il y a les problèmes d'éthique, les RGPD, qui ont au moins la vertu éducative de dire aux gens, attention, dilapidez pas tout. Et puis des différences comme la gestion de la reconnaissance faciale en Chine, où on n'a pas vraiment de contraintes au niveau de la privacité. Donc on a des moteurs de reconnaissance faciale qui marchent très bien en Chine et pas ailleurs. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est finalement que chacun d'entre nous, quand on utilise dans notre usage du numérique, on génère des consommations énergétiques qu'on ne voit pas. Je pense par exemple aux mails qui sont dans les boîtes, les corbeilles des logiciels de mails. En fait, moi j'étais très surpris d'apprendre que plus on a de mails qui sont stockés dans la corbeille, on croit que ça y est, ils sont dans la corbeille, donc c'est fini. Mais non, il faut les vider parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie, c'est ça. Quand on a les mails, même si on ne les lit pas, ça consomme. Stocker, c'est bien sûr, oui. Stocker, c'est consommer de l'énergie pour maintenir le support magnétique vivant. Voilà, tout à fait. Et le problème des signatures de mail dans les administrations, les organisations, c'est un vrai problème. La signature électronique, etc. Oui, comme toute la question aussi des pièces jointes dont on parlait rapidement en introduction, les pièces jointes énormes envoyées à un nombre colossal de destinataires, c'est quasiment une hérésie en termes de consommation. Ouais. Donc la question des usages est quand même centrale et comment est-ce qu'on peut faire évoluer finalement nos usages et nos bonnes pratiques. Alors ça, c'est une question que j'ai posée aussi à Jean-Gabriel Ganassia, qui est prof d'informatique à Sorbonne Université. Il est aussi président du comité d'éthique du CNRS. Et je lui ai demandé s'il y avait des applications plus gourmandes en énergie que d'autres. Il y a des applications qui, elles, sont particulièrement
particulièrement gourmandes en temps de calcul et qui posent problème. Par exemple, je vais en citer deux. L'une, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Vous avez vu qu'il y a aujourd'hui des techniques qui permettent d'établir la confiance de façon décentralisée, sans qu'il y ait un tiers de confiance qui est bien précis. Ça utilise la cryptographie avec ce qu'on appelle les preuves de calcul. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Ça sert à faire de la monnaie aussi, c'est ça? Alors, ça peut, entre autres, on établit la confiance, ça peut servir à beaucoup de choses, mais en particulier, ce qu'on appelle la monnaie, les théoriciens de la monnaie, comme Michel Aglietta, nous expliquent que c'est une espèce de condensé de confiance. Et donc, effectivement, avec ces techniques, on peut construire de nouvelles monnaies comme le Bitcoin ou comme le Libra. Ça consomme énormément. On a calculé que si on étendait le Bitcoin à une masse monétaire équivalente à celle du dollar, ça reviendrait comme consommation énergétique à l'équivalent de la consommation d'un pays comme la France. Deuxième, puisque vous m'avez demandé est-ce qu'il y a d'autres exemples, en intelligence artificielle, on utilise aujourd'hui des techniques d'apprentissage qui sont extrêmement efficaces sur des très grandes masses de données et là encore, on pourrait imaginer d'autres techniques d'apprentissage, peut-être un tout petit peu moins efficaces, mais surtout beaucoup moins coûteuses que ce qui existe aujourd'hui. Alors Florence cède, donc Jean-Gabriel Ganassia termine son propos sur l'intelligence artificielle. Vous êtes chercheuse en informatique et vous êtes notamment impliquée dans le projet ANITI de Toulouse. Alors qu'en est-il de la recherche en intelligence artificielle? ANITI, c'est l'Institut pour l'intelligence artificielle. Merci Laurent pour cette précision effectivement nécessaire. Du coup, la recherche en intelligence artificielle, qu'est-ce que ça a comme coût en termes énergétiques? Est-ce que c'est raisonnable de faire de la recherche dans ce domaine-là? Alors, je dissocierai l'utilisation actuelle de l'intelligence artificielle de la recherche, en particulier celle qui est menée à Toulouse, qui est en fait une recherche qui réfléchit beaucoup sur les problèmes d'éthique. On a aussi une chaire UNESCO à Toulouse sur l'éthique des données médicales, etc. Et qui réfléchit sur l'éthique, l'explicabilité, la reproductibilité. On parle des données FAIR, F-A-I-R, findable, localisables, réutilisables, etc. Donc, ça fait dire à certaines de nos édiles qu'en France, on se pose toujours les problèmes d'un point de vue juridique et éthique et qu'on n'avance pas et que les avancées se font par ailleurs et que le business et le fric, il est ailleurs. Donc, si on repose cette problématique, peut-être pas en termes de recherche, mais effectivement en termes d'utilisation de l'IA, on est dans un fonctionnement effectivement de gabegie et d'algorithmes qui sont absolument pas optimisés d'un côté et de données de l'autre côté qui sont absolument pas qualifiées. Donc actuellement, on peut dire qu'on est dans la pire des configurations et que ça ne pourra qu'aller mieux. C'est positif. Voilà, avec peut-être des données de qualité, filtrées, nombritées, etc. Donc comme je vous disais, on a les placards pleins et on fait ce qu'on a dans les placards. Bon, de temps en temps, on pourrait faire des vides-greniers ou des vides-dressings. Le ménage de printemps, ça serait pas mal. Voilà, à la japonaise. Balance les meubles, voilà. Et donc la problématique, elle a été un peu posée par notre président de la République quand il a parlé du modèle Amish et de l'Ampaluide. C'est ça, c'est à un moment donné, effectivement. Quelle solution envisager pour revenir dans un cercle vertueux qui permette effectivement d'avoir une intelligence artificielle humaine et citoyenne et qui ne soit pas uniquement dans des algos de marketing pour essayer de polluer votre page internet avec de la recommandation bidon et des choses ou des mauvais algos de recrutement comme chez Amazon. Oui, là on est dans ce que disait les biais de l'IA. On est dans ce que disait René Moreau finalement tout à l'heure, il y a 40 ans plutôt même. Le progrès est dangereux, c'est-à-dire que ce progrès-là en matière d'intelligence artificielle, en tout cas, il n'est pas souhaitable. Il n'est pas très intéressant si c'est pour développer le marketing. Il n'est pas intéressant, mais il y a peut-être des phases par lesquelles il faut passer absolument pour se défaire et arriver à faire toucher du doigt. J'ose imaginer que les générations à venir n'auront pas le même usage du smartphone, qui est un ordinateur finalement, que nous. Alors, il y a un élément dont on a peu parlé sur les constats, je rebondis sur la question du smartphone, c'est la question des matériaux, parce que c'est vrai qu'on change beaucoup de téléphones, et fabriquer un téléphone, c'est pas anodin en termes de matériaux. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça. Jean-Michel, peut-être vous aviez des éléments sur la question des matériaux utilisés pour la production de nos terminaux ?
Alors, je ne vais pas là vous sortir des chiffres précis, mais ça commence à être de plus en plus connu. Il y a les travaux de Biwix, par exemple, enfin toute la face cachée du numérique, les impacts en extraction, en néocolonialisme, en exploitation générale de nos ressources et d'une bonne partie de l'humanité sont absolument terribles. Et donc, effectivement, quand on regarde le bilan du numérique, les émissions de gaz à effet de serre, c'est effectivement important. Et en plus, il y a une contrainte légale. Mais le problème de tout, enfin, on sait on répétait, un téléphone portable, c'est la moitié des éléments du tableau périodique. Ce sont des terres rares qui demandent des pollutions absolument énormes, parce qu'elles sont de très faible densité. Il y a des problèmes d'épuisement des ressources, qui veut dire qu'elles ne sont pas épuisées en absolu, mais qui demandent de plus en plus d'énergie et de destruction massive. Et il y avait Aurélien Barraud, je pense que beaucoup de personnes l'ont entendu, quand il avait fait sortir sa petite présentation de la 5G en disant la 5G tue, parce qu'effectivement, on parle des minerais de sang, on parle de tout ce qui est nécessaire à ces développements technologiques, et ce sont des gens qui sont tués, soit parce que leurs conditions de vie sont détruites dans leur pays, soit parce qu'ils essayent de résister pour préserver leurs conditions de vie, ce qu'on appelle la justice environnementale, et ce sont des meurtres qui sont en très grand nombre. Donc il y a les pollutions, les maladies et les meurtres qui sont liés à ce système économique mondial. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre la mine, qui paraît vraiment de l'ancienne technologie, ça nous renvoie à Zola, chez nous en Europe en tous les cas, et puis qu'il y a un lien entre la mine et le numérique, en fait. C'est-à-dire que les métaux dont vous parlez, les terres rares, là, les fameuses terres rares, d'où leur nom d'ailleurs, parce que c'est difficile, il y en a peu et c'est difficile à trouver, ils sont au cœur, c'est ça, de nos outils numériques, de nos smartphones et nos téléphones. Ils sont au cœur, et juste pour ajouter, parce que je ne sais pas si on aura le temps tellement d'en parler, il y a aussi une autre dimension, justement, retour à Zola et retour au 19e siècle, c'est moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Sur les travailleurs du clic », qui est suite des travaux d'Antonio Casilli, qui est sociologue à Paris, et qui montre à quel point on retourne à des conditions de travail qui sont travail complètement niées. C'est le Mechanical Turk d'Amazon, c'est tous les gens qui vont valider les contenus de Facebook. Et ça se passe chez nous, en Europe. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais c'est 40 à 80 millions de personnes dans le monde. C'est juste colossal. Et ça, c'est pas du tout dématérialisé, c'est pas du tout de l'emploi qui disparaît, c'est un type d'emploi qui et ça, c'est derrière tous nos usages. Marie-Véronique, vous vouliez compléter ? Ouais. C'était pour compléter sur l'impact de la fabrication du smartphone, pour donner un chiffre, moi, qui m'avait marqué. Donc, un smartphone, ça pèse 150 grammes. Et pour obtenir ces 150 grammes de produits finis, en fait, il a fallu qu'on mobilise 72 kilos pour aller extraire. Le nombre de matériaux, c'est 70 matériaux différents, 50 métaux. Et en fait, je pense que le plus embêtant avec ça, c'est qu'en fait, il a une durée de vie moyenne de 2 ans. Alors que les ordinateurs de l'époque de René Moreau, les ordinateurs, ils duraient 10 ans, 15 ans. Il y en a qui tournent encore, des vieilles machines. C'est ça. Dans les musées de l'informatique, vous en voyez qui fonctionnent encore. Là, on est sur des produits hyper high-tech qui sont faits pour durer 2-3 ans, quoi. Qui sont faits pour durer... Le problème, il est là. Et comment dire, dans notre smartphone, on a ces 50 métaux qui sont mélangés. Dans la nature, ça n'existe pas, ça. Quand on récupère un minerai, il peut y avoir 15 matériaux qu'on doit séparer. Mais le jour où on va s'intéresser aux mines urbaines, parce que les mines naturelles commenceront à devenir trop chères à exploiter, on va se retrouver avec la difficulté de réussir à séparer 50 métaux qu'on n'a pas appris à séparer jusqu'à présent. C'est ça, c'est qu'en fait, on a toute la problématique effectivement de la fabrication, mais il y a aussi toute la problématique derrière du recyclage qu'on n'est pas capable de faire à ce jour. Et l'autonomie, parce qu'on n'a que des dispositifs portables. Et donc sur les batteries, il y a zéro recherche. Enfin, en Occitanie, on va s'intéresser à l'hydrogène, on va voir ce que ça donne, mais voilà, ça c'est une réalité aussi. L'autonomie est une nouvelle problématique. Oui, le recyclage, que ce soit les batteries ou les smartphones, les cartes mères des ordinateurs, c'est pas du tout quelque chose qui aujourd'hui se fait. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est très compliqué ? C'est compliqué d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, ou alors est-ce que ça coûte très cher ? Marie-Véronique, c'est quoi votre point de vue là-dessus ? Alors, il y a deux choses. C'est que pour l'instant, ça coûte encore plus cher que d'aller extraire du minerai
dans les mines à bas prix environnemental et à bas prix en termes de main-d'œuvre. Si la plupart des mines aujourd'hui se trouvent en Chine, c'est pas que pour des raisons géologiques. Je crois qu'ils ont 40% des ressources en terres rares, mais ils ont 100% de la production aujourd'hui parce qu'ils ont des contraintes sociales et environnementales. Ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes exigences. Oui, on compare pas la même chose quand même. Oui. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une histoire de coût. Après les cartes mères, tout ce qui va être tout ce qui contient pas mal de cuivre. Je crois qu'il y a 4 ou 5 usines, 4 ou 5 fonderies de cuivre en Europe aujourd'hui qui recyclent déjà la partie cuivre des cartes mères et qu'il y a des travaux de recherche aujourd'hui pour récupérer aussi le zinc et l'étain, qui sont des métaux dont les ressources sont assez, sont pas très abondantes. La grosse difficulté, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait séparer des métaux quand il y en a 15. Voilà, il y a des grandes familles en métallurgie, la métallurgie de fer, de l'aluminium, du cuivre, etc. Qu'on a appris à faire avec des minerais relativement simples, avec 15 matériaux différents. Là, on se retrouve avec un minerai qui contient 50 métaux différents, dont certains ont des caractéristiques physiques et chimiques proches, donc sont impossibles à séparer avec les technologies qu'on maîtrise aujourd'hui. Donc là, il y a un gros travail de R&D à faire, qu'on fera une fois que les minerais naturels seront devenus trop chers. Voilà. Et les chercheurs qui bossent dans ce domaine-là disent mais on devrait interdire l'exportation des déchets électriques et électroniques. D'abord parce que je crois que les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'il y a plus de 60% du traitement des déchets électroniques et électroniques qui sont aux mains de mafia, où ça finit dans des décharges en Afrique, en Inde, et où c'est démantelé dans des conditions complètement abominables d'un point de vue santé humaine, quoi, où on récupère le cuivre et puis on jette le reste. Mais qu'aussi, ce sera dans les années futures un gisement de ressources naturelles pour notre industrie. Ce sont des matières premières stratégiques qu'il vaudrait mieux garder chez nous jusqu'à ce qu'on sache en faire quelque chose d'utile, quoi. Bah justement, si on passait plutôt aux côtés des solutions maintenant pour essayer de sortir, parce que c'est vrai quand on dresse le portrait du numérique sous cet angle des impacts environnementaux, c'est vrai que une réalité, mais voilà, quand même. Exactement, c'est pas réjouissant, il faut le dire, et c'est important qu'on ait cette prise de conscience aujourd'hui parmi tout le monde, puisqu'on est tous potentiellement des utilisateurs, des usagers du numérique, donc il nous semble que c'est important qu'on s'en rende bien compte. Mais alors, il y a aussi des solutions, il y a aussi des pistes, il y a aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure de la question du refroidissement des data centers. Il y a Microsoft qui a fait une expérience qui s'est achevée ce mois de septembre, là, en 2020, qui a immergé en fait un data center dans un container au fond de la mer du Nord. Alors, c'était au large de l'Écosse, je crois. Il y a eu un data center qui a été immergé pendant 2 ans et le résultat, c'est que les données, les machines ont fonctionné de manière plus fiable que quand elles sont sur Terre, peut-être curieusement, et qu'en même temps, il n'y a pas eu besoin de dépenser de l'argent pour refroidir ce data center. Alors, est-ce que ça peut être une piste de solution parmi vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'idée d'utiliser les fonds marins, par exemple, pour refroidir les données et les stabiliser, est-ce que ça peut être une piste? Florence? Pour utiliser une image, je parlerai des déchets de satellites dans l'espace. Donc, ça serait bien qu'on ait installé des data centers sous-marins puis qu'on les abandonne comme ça. On pourra faire quelques films de science-fiction à la Alien dans quelques années. Abyss. C'est pas mal, c'est bien. Ouais, pourquoi pas. Il y a des choses un peu plus pragmatiques. Il y a pas très loin de la frontière espagnole, il y a un chef d'entreprise qui a installé un data center. Il a juste étudié ces containers pour que ce soit des choses qui subissent le moins possible la chaleur. Donc, il a mis en place une sorte de container en béton. Il a utilisé des ordinateurs qui avaient moins besoin d'être refroidis, donc avec des composants, etc. Donc, ça, c'est au boulot, c'est pas très loin d'ici, voilà. Ouais. Et il travaille évidemment avec IBM. Donc, parce qu'il y a derrière tous ces problèmes-là, il y a quand même des problèmes de sensibilité des données et de sécurité quand même. Hein. Donc, aller mettre un data center au fond des océans, si c'est pour stocker des vidéos de chats sur TikTok de 2 minutes 30, c'est pas grave, mais il y a quand même des données sensibles. Là, on est dans un monde d'objets connectés. Ces objets connectés, là aussi, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Voilà. Sans compter le fait que le data center réchauffe le fond de l'océan, et on peut s'interroger aujourd'hui quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que c'est une bonne idée d'aller installer des chaudières au fond des océans? Ça, on passe la patate chaude aux voisins, quoi. Oui. Il y avait un projet parisien sur le chauffage d'immeubles par les ordinateurs. Jean-Louis Missica, je me souviens, l'avait exposé quand il était adjoint d'Hidalgo ou
Et il y a eu des tests qui ont été faits de ce type de dispositif ? Pas à ma connaissance, mais encore une fois, tant que les choses ne coûtent pas assez cher, on n'investit pas trop. Voilà. Et puis quand c'est trop tard, on peut prendre plein d'exemples, le solaire, l'éolien, enfin. Jean-Michel, vous voulez réagir ? C'était juste pour continuer le tour des solutions, parce que moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai des solutions très simples. Les data centers, pour les refroidir, suffit qu'ils n'existent pas. et en fait, tout le risque du questionnement des solutions techniques, ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est qu'il évite de questionner nos choix. Et donc la première question à se poser, enfin toute la question, pareil, on parlait du recyclage, on sait très bien que le recyclage n'est pas une solution dans un monde en croissance, puisque forcément si on produit toujours plus, on peut recycler qu'une partie, donc ça c'est juste une illusion. Donc la première question, si on veut une vraie économie circulaire, c'est une économie qui n'est pas en croissance. Donc il faut arrêter de produire des nouveaux usages, des nouveaux objets, etc. Et ça c'est la première question à poser, c'est de quoi avons-nous besoin, qu'est-ce qu'on veut choisir. Dans l'histoire technologique, justement, jamais on a mis en débat ces questions-là. Là, j'ai amené un livre, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous ces problèmes, qui est paru hier, en fait, par Yael Benayoun, qui est présidente d'un site qui s'appelle Le Mouton Numérique, qui réfléchit sur les usages numériques, et de Irénée Regnault, qui est présidente de Mais où va le web, qui est aussi, je recommande ces sites, qui a beaucoup de réflexions là-dessus. Et leur livre, c'est Technologie partout, démocratie nulle part, aux éditions FIP, et qui pose vraiment toutes ces questions. Donc la première question à poser, c'est si on ne veut pas avoir à résoudre des problèmes, au lieu de se dire peut-être que maintenant il y a des soucis, mais plus tard on pourra les arranger, peut-être on peut être optimiste, on peut être pessimiste, tout ça c'est pas pertinent. Dans l'histoire, on voit, moi je m'intéresse, on essaye en écologie politique de voir un peu la perspective historique, on voit que toutes les améliorations technologiques qui ont été faites, elles ont été faites à la suite de combats, de lutte, mais c'est pas le système lui-même par bonne volonté. Le système, lui, il cherche le profit, il s'en fout complètement de tous les impacts, et il veut toujours plus. Donc la première solution, c'est se battre pour construire une démocratie technique. Florence, vous vouliez réagir ? Oui, pour aller dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, il est très important d'éduquer, évidemment, pas que pour ça, mais pour ça, entre autres. Donc, éduquer aux usages, éduquer aux risques encourus, etc. Et interroger ce modèle actuel de ces termes abusifs, la data, l'IA, etc. Pour reprendre un exemple qui parlera à tout le monde, il y a quelques années, on faisait des radios et on utilisait des supports argentiques pour faire des radios médicales, etc., où on avait de la chimie, etc. On est passé à du numérique. Et évidemment, avec des machines qui coûtent cher, qui sont un gros investissement, et on multiplie la production et les actes médicaux pour arriver à amortir ces machines. Donc, voilà, il y a un usage économique derrière, effectivement, qui vient là-dessus et qui est totalement déconnecté de l'apport que pourrait avoir un certain nombre de ces technologies au niveau individuel, domestique, humain, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience aux gens de la place qu'ils ont et et du fait qu'ils peuvent être actifs dans ces choix de société et ces choix technologiques. C'est ça, c'est qu'il y a effectivement une prise de conscience qui est nécessaire par tous, que ce soit les citoyens, que ce soit Alors, on parlait aussi avec Marie-Véronique récemment, la prise de conscience des chercheurs. Vous me parliez d'un exemple avec des astronomes. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Voilà. Ouais, donc c'est, alors je vais dire plutôt des jeunes chercheurs qui se sont réunis dans une association qui s'appelle Astronomes for the Earth, et ils ont publié 3 articles dans Nature Astronomy le mois dernier. Je sais plus si c'est le 10 ou le 20 septembre. Un premier qui montrait l'impact des changements climatiques sur leur activité, avec en quoi l'augmentation de la nébulosité et de la chaleur dans le désert d'Atacama au Chili, ça perturbait la capture d'images, mais ils ont aussi, il y a l'Institut Max Planck qui a fait son bilan carbone, et puis on va dire grâce ou à cause de la crise Covid, ils ont pu faire le bilan carbone de leur colloque international
cette année qui a eu lieu en visio et de celui de l'année précédente qui avait lieu à Lyon en normal avec 1200 participants. Et voilà, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'ils aient commencé par faire les calculs, d'abord mesurer avant d'agir. Et une fois qu'ils ont mesuré, ils ont fait un plan d'action pour essayer de résoudre cet impact. Alors, on est quand même sur l'astronomie, donc de l'analyse d'images, et avec beaucoup de calculs et un poids important de l'informatique. Malgré tout, ce qui pèse le plus dans leur bilan carbone, ça reste les voyages en avion. Donc soit pour se rendre vers les observatoires, soit pour participer aux colloques internationaux. Là, ce qu'ils ont montré, c'est que le colloque en visio, c'était 3000 fois moins d'émissions que celui avec 1200 déplacements en voiture, en avion et en train. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, ils ne se sont pas dit on va faire tous les colloques internationaux en visio, parce que ça, au bout d'un moment, ça va manquer d'intérêt. Là, ce qu'ils proposent, c'est plutôt de faire une réunion internationale dans un seul endroit du globe, c'est en faire 3 ou 4 pour que les gens puissent y aller en train, avec des temps de trajet en train qui soient raisonnables, adapter les horaires, commencer le lundi après-midi pour que les gens aient le temps de voyager le lundi matin, finir le vendredi à midi pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Donc d'avoir comme ça des réunions régionales bas carbone, puisque les gens pourraient y aller en train, et qui soient, elles, reliées par visio, parce que, au-delà d'une certaine distance, il n'y a pas photo, la visio est plus intéressante que le transport. Ils ont aussi travaillé sur les langages informatiques, que la plupart de leurs calculs sont en Python, et qu'en fait, le Python, ça consomme... c'est 20 fois plus, alors j'ai plus les chiffres en tête, il faudra que je retrouve, mais c'est de l'ordre de 20 à 30 fois plus gourmand en temps et en énergie que le C++, par exemple. Et je suis en train de chercher ce qu'ils avaient mis d'autre dans leur plan d'action. C'est une approche globale qui prend vraiment tout en compte. Ouais. Et par rapport au voyage en avion en train, ils montraient, en fait, il y a des universités aujourd'hui en Europe qui, en dessous de 6 heures de voyage en train, qui imposent le train et qui recommandent le train entre 6 et 8 heures, qui recommandent le train par rapport à l'avion. Donc il y a déjà, ça bouge. Moi, c'est le genre d'exemple qui me rend optimiste de me dire, si ces têtes chercheuses s'intéressent aussi aux sujets sociétaux, elles vont nous, il y aura plus besoin avec un changement des pratiques, en fait. C'est ça, sur le côté usage. Florence, vous vouliez réagir? Pardon, je suis très intéressée par les remarques sur le code, parce que je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'on continue à former des gens en informatique, parce qu'on pense que c'est important de bien maîtriser, et que si tout le monde fait n'importe quoi, ça peut marcher, on peut avoir des pages web, mais faites n'importe comment, on est bien d'accord. Et l'idée, c'est quand même de capitaliser, c'est-à-dire de ne pas refaire 40 fois la même chose. Donc, sur la production de code, j'adhère. Un autre élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on a des étudiants qui sortent, qui sont très, très, très demandés, donc de DUT, de master, de doctorat, d'école d'ingénieur, etc., qui étaient très demandés à Toulouse jusqu'au mois de mars 2020, et qui se posent la question de savoir chez qui vont aller bosser. Tout le monde n'est pas passionné de Facebook ou de Google. Est-ce que la boîte pour laquelle je vais bosser, elle a une charte d'éthique? Est-ce que l'égalité, la parité, la discrimination sont quelque part mises en avant, etc. Donc, on a quand même des générations là qui arrivent et qui vont avoir des approches, je pense, assez intéressantes de ce point de vue-là. Alors là, on parle donc des étudiants, on a parlé des scientifiques. Il y a aussi les artistes qui commencent à se poser pas mal de questions, notamment les artistes qui travaillent dans tout ce qui est vidéoprojection, dans tout ce qui est assez consommateur en termes de l'art numérique. L'art numérique, exactement. Alors Marie-Véronique, vous avez travaillé avec une personne qu'on a reçue récemment sur le plateau du Quai des Savoirs, d'une structure qui s'appelle Tiny Planet, sur le développement d'un outil qui permet de mesurer l'impact des productions numérique, d'outils numériques. Oui, Tiny Planet, c'est une société de production en réalité virtuelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on est sur un secteur très particulier des arts numériques. Tout à l'heure, là, je vous disais que l'explosion du streaming, c'était lié à l'explosion de la vidéo à la demande. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est aussi proportionnel à la taille de nos écrans, avec des télés qui vont être de plus en plus grandes, avec une résolution. Les télés sont plus grandes, mais comme les salons ils grandissent pas, on va s'arrêter au bout d'un moment. Non, justement, pour qu'on puisse, on parle de papier peint électronique. Mais pour qu'on puisse s'approcher de la télé, on a augmenté la résolution. Ce qui posait problème avec les grandes vieilles télés, c'est que la résolution
n'était pas suffisante pour qu'on puisse rester à 1,50 m ou 2 mètres de la télé. Aujourd'hui, avec ces télés géantes, vous pouvez vous approcher parce que vous avez des résolutions qui passent, on parle maintenant de la 4K, de la 8K, donc votre salon ne grandit pas, mais comme la résolution de votre télé s'améliore, vous avez des télés de plus en plus grandes. Le souci avec la VR, c'est que là, la télé, en fait, il y a 2 écrans, vous en avez un pour chaque œil, et qu'en plus, comme c'est à 3 cm de l'œil, vous êtes obligé d'avoir une très bonne résolution, sinon ça va pas passer. Donc là, on arrive avec des vidéos, quand on est sur de la capture vidéo, avec des fichiers qui sont encore plus lourds que ce qui va sur les télé 8K, parce qu'en plus, quand vous avez le casque VR, il y a ce qu'on appelle le mal des transports, le motion sickness, qui fait que vous avez besoin d'un rafraîchissement. Donc la distribution de ces supports VR est très, très gourmande. Alors, c'est un travail qui est en cours. Donc, pour l'instant, l'idée, en fait, c'est de proposer aux développeurs de produits numériques qui soient, je dirais, du jeu vidéo jusqu'à la production artistique, un outil qui leur permette de regarder combien voyage en avion ça va peser par rapport à telle décision, et que dans le choix des canaux de distribution de leur œuvre, ils puissent choisir telle ou telle solution parce qu'elle va être plus ou moins impactante en termes d'énergie. J'avais envie de rebondir, je profite que j'ai la parole sur les solutions. Alors, on a parlé de choses très importantes d'un point de vue, je dirais, politique et puis participation au débat public, mais on a aussi des petites choses toutes simples que chacun peut faire chez lui dès aujourd'hui. J'ai insisté sur la durée de vie des équipements. Ce qui pèse le plus lourd dans votre ordinateur, votre smartphone, c'est la fabrication. Donc, chaque mois, chaque année de durée de vie que vous allez prolonger, vous réduisez son impact d'autant. Et ça, c'est pareil, que ce soit les labos ou les entreprises, on change les ordinateurs tous les 3 ans. Alors, il y a peut-être des labos de recherche en informatique où c'est justifié, parce que il y a besoin de puissance de calcul, etc. Mais je pense que la plupart des remplacements d'ordinateurs aujourd'hui, que ce soit dans les collectivités territoriales ou les entreprises, on les change 2 ou 3 ans trop tôt. Donc là, rien qu'en prolongeant la durée de vie, vous gagnez. Et puis, sur ce qui est de la consommation, je sais pas, votre box Internet, vous l'éteignez la nuit ? Oui. Moi, oui. Je pense que Bravo. C'est ce que je fais aussi. Et en plus, de se dire, à partir du dîner, c'est plus la peine d'aller sur Internet, on coupe et comme ça, plus personne va sur un peu plus tard que après le dîner. Ça dépend de l'âge des enfants. Ça dépend à quelle heure on dîne. Mais alors, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Ça me fait penser aux idées d'éco-conception aussi. C'est-à-dire que si on considère l'ensemble du cycle de vie d'un produit, alors je me tourne vers vous, Jean-Michel Huppé, parce que j'ai bien compris votre point de vue. C'est vrai que s'il n'y avait plus de numérique, il n'y aurait plus de problématiques de consommation. Mais on voit bien qu'on est dans une société qui est encore en train de développer ce numérique. Et est-ce que les pistes, je dirais, médianes, je pense par exemple au Fairphone, je pense à cet outil, ce téléphone qui est un téléphone juste, c'est ce que ça veut dire, Fairphone, c'est un projet de téléphone qui justement lutte contre l'obsolescence programmée. On peut le réparer, on peut changer des pièces, il est prévu pour durer longtemps, c'est un téléphone, alors il est moins design que ceux de la célèbre marque à la pomme, mais voilà, et est-ce que cette idée d'éco-conception, c'est-à-dire de prendre en compte le cycle de vie des produits dans leur conception, voire même de rétro-adaptabilité, c'est-à-dire que quand on change de système, quand on upgrade le truc, on peut quand même toujours utiliser nos vieux fichiers. Les fameuses mises à jour, que la mise à jour n'empêche pas l'usage de l'outil. Est-ce que ça, c'est pas une piste intéressante ? Dans un monde idéal, oui. J'ai un collègue qui me disait récemment, son Fairphone, il pensait qu'il pouvait le réparer, il n'est pas réparable. Donc, et est-ce qu'il y a besoin d'avoir une caméra, même sur son Fairphone, même si on peut changer la caméra ? Enfin bon, il y a plein de choses. Et je pense que ça rejoint un peu les réactions que j'avais envie de faire aux propos précédents, justement, sur tout ça. Ce sont évidemment, c'est des choses qui vont dans le bon sens, mais qui sont peanuts, tant qu'on ne change pas le cadre global. Moi, je veux bien garder mon téléphone. Déjà, je n'avais pas de téléphone il y a 2 ans, mais j'étais forcé de l'utiliser parce que ça devient trop difficile socialement. Si on passe à la 5G, et alors aussi, on va garder la 4G, etc., mais très rapidement, on va forcer les gens à avoir des nouveaux outils. Donc, en fait, l'offre, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, effectivement, on est d'accord, je pense, sur si on pouvait changer l'offre, on changerait les usages. Et là, ça revient à un peu une façon que vous avez eu de présenter, un peu donner des exemples. Les emails, les pièces attachées, et puis on est tous concernés. Effectivement, c'est important de prendre conscience, mais de porter ça sur la responsabilité individuelle, c'est juste...
c'est pas correct, puisque c'est l'offre qui, depuis toujours, conditionne nos usages. Quand Free a lancé les forfaits illimités, les gens sont mis à téléphoner davantage. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est systématiquement l'offre qui conditionne nos usages. Et quand on parle aussi même l'usage d'Internet, la vidéo, etc., qu'on utilise, ah oui, ça, c'est vrai on peut agir. Et donc, si on peut agir, on le fait. Très bien. Mais je crois, c'était Gauthier Roussil dans une intervention à Grenoble, dans le groupe Éco-Info du CNRS, qui disait que 50 à 60% du trafic sur Internet, c'était pas du trafic humain. C'était des robots, des systèmes, un système de publicité, etc. Donc, comment on joue là-dessus ? Il y avait le think tank Carbone 4, qui, alors là, c'est au niveau général, pas seulement numérique, qui avait qualifié que, même en étant hyper vertueux par rapport aux objectifs de Paris de diminuer l'empreinte carbone en France de 10 tonnes et quelques de CO2 par Français à 2 tonnes d'ici 2050 ou 2030, je ne sais plus, à peu près notre marge de manœuvre au niveau individuel, c'est à peu près 20%. Le reste, ce sont des changements au niveau de la société. Donc, l'action là, tout ça, c'est super important d'en être conscient, c'est un bon point de départ, je pense qu'on est tous d'accord, et que c'est important de pouvoir envisager dans quel sens la technologie pourrait nous apporter des choses qui sont positives, mais pour ça, il faut qu'on ait la main dessus. Et quand on voit que, là, je parlais du côté démocratique, il y a une tentative à la Convention de citoyens, qui va réfléchir sur les choix technologiques, quand on dit, non, la 5G, c'est peut-être pas une bonne idée, justement, première chose, parce que l'impact CO2 numérique, etc., c'est juste terrible. On la retoque. Donc là, il y a un vrai problème numérique pour savoir vraiment de quoi on veut savoir. Et systématiquement, les débats vont être dire, non, de toute façon, c'est le progrès, vous discutez pas, de toute façon, ça va s'arranger, vous êtes pessimiste, faut être optimiste, mais non. Donc l'argument qui consiste à dire, mais c'est le public qui veut ça, les gens veulent des vidéos en haute def, ils veulent regarder un film en marchant dans la rue, donc on a besoin de la 5G, ça, vous n'y croyez pas? C'est une hypocrisie totale, et en plus, elle est construite par la pub. Marie-Véronique non plus, Laurence non plus. Et puis moi, les chiffres, en fait, c'est comme on parlait de l'avion tout à l'heure, là. Les gens qui prennent l'avion tous les mois, c'est moins de 1% de la population. Il y a 40% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Et là, sur les données numériques, c'est pareil. Je crois que la moyenne mondiale en data mobile, c'est de l'ordre de 9 gigas par mois. Donc on est sur des choses modestes. Et là, j'ai que des données américaines, mais il n'y a que 4% des usagers alors je ne sais plus quel est l'opérateur, mais il n'y a que 4% de ces usagers qui dépassent les 50 gigas par mois. Donc quand on nous parle de la 5G, en fait, c'est juste parce qu'à 18h, dans le 92, ils sont saturés au moment où ils sortent tous du métro et qu'ils veulent regarder du boulot pour regarder des vidéos dans le métro. Voilà. C'est ça, mais la généralisation n'est peut-être pas nécessaire. Non, exactement. Moi, je préférais, je pense que un peu de numérique, ça apporte quand même l'accès au savoir et que ça peut être un outil démocratique. Et je préférerais que d'ici 10 ans, on soit un peu plus que 4,5 milliards à y avoir accès. Mais que là où je rejoins complètement Jean-Michel, c'est sur faire une analogie en fait entre la 5G et puis les autoroutes et le trafic routier. On a construit des autoroutes sur des prévisions de trafic qui étaient au doigt mouillé et non, mais je travaillais chez Carbone 4 à l'époque, en fait, quand on fait des autoroutes sur des prévisions de trafic, et si jamais le trafic n'atteint pas les prévisions, c'est le contribuable de l'État qui met la main à la poche pour rembourser les pertes. Donc, c'est sûr que si on augmente les tuyaux, il y aura forcément. Plus d'images de chats, plus de petits chats. Les vidéos TikTok. Florence, vous vouliez réagir? L'exemple des autoroutes urbaines américaines, plus on met d'autoroutes et plus il y a de voitures et plus il y a d'embouteillages. Donc c'est pas qu'il faut offrir autre chose aux gens. Et l'inverse est vrai. Voilà. Quand on diminue le trafic, les possibilités de voitures en ville, il y a moins de trafic en ville. C'est tout simple. Il faut proposer d'autres modes de déplacement. Ça c'est mieux, oui. Voilà. Et en parallèle avec toutes ces initiatives, vous signaliez la nécessité de changer de matériel, etc. C'est lié à des logiciels propriétaires et à des logiques effectivement d'imposition, de normes, etc. Donc allons vers la donnée ouverte et les logiciels libres.
Voilà, alors juste avant de terminer cette émission, je voulais vous faire écouter à nouveau une idée de Jean-Gabriel Ganassia. Je vous rappelle, c'est le prof en informatique à l'Université Sorbonne et le président du comité éthique du CNRS que j'ai rencontré quelques jours avant d'enregistrer cette émission. Il nous fait part d'une idée pour le moins bizarre et pour le moins particulière. Moi, j'avais imaginé à une époque qu'on pourrait introduire une espèce de taxe calcul, mais je ne sais pas comment on pourrait la faire payer. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était amusant parce que imaginez que ça arrive, j'imaginais que le Bitcoin tout d'un coup poserait problème puisque c'est lié à un calcul qui est peu cher. Et si tout d'un coup, plus on fait de calcul, plus on doit payer, à ce moment-là, les différents centres qui vont essayer d'assurer cette confiance collective n'auront plus intérêt à le faire puisqu'ils auront un coût à payer. Et donc à ce moment-là, bien sûr, toute l'économie parallèle qui est au Bitcoin s'effondrerait. Vous voyez, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le monde. Et en tant que président du comité d'éthique du CNRS, quelle place vous faites à ces réflexions, à cette problématique dans vos avis ou dans vos communiqués? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez? Alors, pour l'instant, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas dans le futur. Chaque fois, il y a des sujets qui nous paraissent vraiment extrêmement actuels et présents. Celui-là nous semble actuel, mais le comité d'éthique du CNRS est composé d'assez peu de membres. Nous sommes 12 plus moi, ça fait 13, plus quelques invités extérieurs, et ça couvre l'ensemble des disciplines. Et moi, dans mon idée, pour l'instant, nous n'avons rien de précis là-dessus, mais je pense que ça devrait plutôt se faire en coordination, en concertation avec le comité pilote d'éthique du numérique du CCNE, parce que je crois qu'à ce moment-là, on pourrait le faire entre le comité d'éthique du CNRS et ce comité-là, puisque ce serait plutôt sa vocation, parce qu'il est spécialisé sur les questions numériques, et certainement, effectivement, ça fait partie des sujets éthiques qu'il faudra envisager à l'avenir. Alors, l'idée d'une taxe calcul, est-ce que ça vous inspire, Marie-Véronique? Bah ouais, mais c'est moi j'irais plus large que ça. Je travaillais chez Carbone 4 en 2007 lorsque Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean ont contribué à la rédaction du pacte écologique que Nicolas Hulot avait fait signer au candidat à l'élection présidentielle. La plupart des théoriciens sur le sujet pensent que sans taxe carbone, on n'arrivera pas à juguler l'augmentation de notre consommation d'énergie et nos émissions de CO2. Donc, moi, je ferais une taxe plus globale qui soit sur l'énergie ou sur le carbone. Et où voilà. Je vous voyais hocher de la tête. Florence, vous voulez compléter? Oui, voilà, c'est toujours ce système de contraintes et de quotas. On est sur le même problème et les problèmes d'égalité, où au lieu de passer par des choses raisonnables, de l'implication, de la responsabilisation, on arrive à imposer des choses et des quotas. Voilà. Donc effectivement, des taxes, mais le problème est toujours de faire appliquer. Et puis de prélever, puis de lutter contre les GAFA qui sont hors sol, etc. Parce que le problème quand même du numérique actuellement, c'est 6 entreprises mondiales qui imposent leur politique. Et donc c'est hors sol par rapport à tous les États. Voilà. On est sur un modèle qu'on n'a jamais vu, où en fait le politique et la chose publique ne peut pas gérer. Voilà, c'est qu'on est vraiment sur un espèce de gros chapeau. Au-delà des nations. Sur lesquels il n'y a pas de prise. Au-delà des nations et à travers les nations, il y avait un article récemment de Naomi Klein qui montrait à quel point toutes les entreprises du numérique avaient leurs entrées dans les gouvernements. Et on le voit très bien qu'en France, c'est la même chose. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est dommage, bien voulu poser quelques questions à Jean-Gabriel Ganassia, de savoir qu'est-ce que peut faire le petit comité d'éthique du CNRS, justement. Parce que là, on a des questions d'éthique principales. Alors j'ai regardé un peu les avis qu'ils avaient faits pour savoir s'ils posaient un peu des questions de fond. J'ai trouvé un avis de 2006 qui s'appelle « Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies ». Donc qui est quelque chose qui aussi, on touche la matière. Donc ils font vraiment le constat qu'on touche un domaine absolument fondamental. Mais voilà, ils font juste des recommandations à la fin. Pourquoi cette recherche? Pourquoi celle-ci plutôt que telle autre? À quel besoin répond-elle? À qui profitera-t-elle? Justifie-t-elle les investissements consentis? Qui assumera la responsabilité si cela tourne mal? Donc ça, c'est les questions qu'on devrait se poser systématiquement dans tous les développements technologiques et recherches, et qui sont absentes. Et effectivement, il n'y a eu aucun suivi. Les nanotechnologies ont été imposées sans débat. Là, tout ce qui est informatique, on a quand même une petite réaction. Tu parlais d'autonomie.
dans un sens précis. Moi, je pense à l'autonomie au sens de Illich ou de montrer que tout le développement du numérique et des technologies, c'est une perte d'autonomie individuelle. Donc là, on est vraiment dans des questions fondamentales d'éthique, de notre liberté et de la démocratie qui devraient être au cœur des questionnements citoyens. Bah écoutez, je vous remercie tous les trois. Je crois qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, je dirais, le temps passe et donc il faut mettre un terme provisoire à cette discussion, ce grand débat qui effectivement mérite d'être partagé avec le plus grand nombre. Un grand merci à nos trois invités pour leur éclairage. Merci également à notre partenaire l'INA ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission. Voilà, c'était une émission Radio Futur réalisée par Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Laurent Codoul. Vous pouvez podcaster ce Radio Futur sur le site web du Quai des Savoirs et sur l'application mobile du festival Lumière sur le Quai qui se déroule actuellement et jusqu'au 1er novembre 2020 au Quai des Savoirs à Toulouse. Et en attendant, n'oubliez pas, restez curieux et curieuses.